Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast AWS en français. Comme chaque semaine, comme chaque mois, nous parlons technologie autour d'AWS. Nous enregistrons ce podcast au Summit AWS à Zurich. C'est pour ça que vous entendrez peut-être un tout petit peu de bruit de fond derrière nous. Je m'appelle Sébastien Stormac. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, SEBSTO. Laissez-nous part de vos feedbacks, de vos commentaires, parce que c'est grâce à ça qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte et qu'on améliore la qualité de ce podcast en fonction de ce que vous nous dites. N'oubliez pas non plus de voter avec le petit pouce en haut, la petite étoile sur votre plateforme de podcast, parce que c'est comme ça qu'on sera mieux référencé. Et puis parlez-en autour de vous, si vous aimez le contenu de ce podcast, parlez-en à vos collègues. Et faites-nous de la pub. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être rejoint par Nicolas Perroni, qui est cofondateur et CTO de Otto. Donc en deux mots, Otto fait de l'analyse de conversations humaines en temps réel. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Bonjour Sébastien, bien sûr. Plutôt sur l'histoire, sur notre technologie, sur le problème qu'on résout. Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Ok, alors quand on y pense, il y a beaucoup plus dans une conversation que ce qu'on dit, d'accord ? Plus que les mots, évidemment. Donc là, si un cerveau humain, tes auditeurs, écoutent le podcast, ils vont entendre dans ma voix, sans même me voir, ils vont entendre de l'excitation, ils vont entendre qu'à certains moments, je reprends un petit peu mes mots, que je suis intéressé, que je suis passionné. Et tout ça, en fait, c'est une dimension supplémentaire qui vient bien au-delà de la dimension lexicale. Il y a des recherches en psychologie comportementale qui montrent que pour tout ce qui est décision affective, donc, si je vais te croire, par exemple, quand tu me racontes quelque chose, si je vais aimer une certaine personne, par exemple, toi je t'aime beaucoup, évidemment. Non, mais bien sûr. Tu vas t'adresser différemment à cette exactement, personne. Exactement, tu viens de sourire, donc je le vois, ça me détend, d'accord ? Parce que c'est un signal qui a évolué, là je dégraisse un petit peu, c'est un signal qui a évolué pour montrer en fait que tu n'as pas d'agressivité, mais quand tu souris, je l'entends. On dit souvent que la première maxime d'un agent de call center, c'est keep smiling. Toujours sourire au téléphone. Pourquoi ? Parce qu'on entend dans la voix. Et aujourd'hui, quand on y réfléchit, les machines ne comprennent pas tous ces signaux dans la voix. Ne comprennent pas l'intonation, ne comprennent pas les émotions qui sont cachées dans la voix. Et donc, quand on essaie d'ajouter du naturel aux conversations qui sont écoutées et comprises par les machines, on passe par la retranscription, ce qu'on appelle donc speech to text, et ensuite de la modélisation dans le langage, donc traitement automatique du langage, NLP, au-dessus de ces transcriptions. Mais quand on fait ça, on perd une partie très importante jusqu'à l'intonation. Exactement. En fait, ouais. On perd jusqu'à 80% en fait de la quantité d'informations qui est contenue dans une conversation. Et donc c'est ce que Otto, en fait, c'est le problème que Otto résout aujourd'hui. Nous sommes une spin-off d'un labo de recherche qui s'appelle SRI International à Menlo Park, donc près de San Francisco, dans la Silicon Valley, qui est un vieux labo de recherche qui a 70 ans, qui a inventé notamment la souris pour l'ordinateur, mais aussi plus récemment Siri qui est sur vos iPhones, qui vient du Speech Lab de SRI International, et l'équipe de chercheurs qui a monté Siri, en gros, s'est remise au travail après avoir vendu Siri à Apple, et a créé une technologie qui s'appelle Sensei, qui permet d'extraire des patterns, des motifs dans, je vais en parler un peu plus en détail, mais dans la structure acoustique d'une conversation, d'un flux vocal, et d'identifier des émotions en temps réel. Donc si je résume ce que tu essaies de dire, ce que tu as dit très bien, mais juste pour voir si j'ai bien compris, les machines aujourd'hui, elles sont capables d'aller de la parole, du son qu'on enregistre d'un fichier MP3 pour faire de la vulgarisation à du texte, mais elles sont peu capables de comprendre mon sentiment. Est-ce que je suis positif ? Est-ce que je suis lent ? Est-ce que je suis rapide ? Est-ce que je tire la gueule ? Est-ce que je souris ? Et c'est ça que vous essayez de faire, de comprendre l'intonation qu'il y a derrière, le sentiment qu'il y a derrière. Bien sûr, quand on y réfléchit, la société humaine est basée sur la communication, d'accord ? Et aujourd'hui, quand on parle avec les machines, je parle avec Alexa par exemple, qui marche plutôt bien comme interface de conversation, mais je dis Alexa fais ci, Alexa fais ça, Alexa quelle est la météo aujourd'hui ? Ça serait vraiment super si Alexa pouvait me dire est-ce que tu as aimé cette chanson ? Donc c'est une conversation et moi je dis ouais c'était pas mal ou ah ouais c'était pas mal. Ouais, il y a deux messages complètement différents qui sont dans ces deux phrases et pourtant actuellement ça serait ouais
est pas mal. Donc, une série de ce qu'on appelle des tokens dans un message transcrit qui sont ensuite analysés, mais qui ne décrivent pas la profondeur du message. Et au-delà de la recherche scientifique, parce que je vois bien l'intérêt scientifique, mais ça sert à quoi concrètement à quoi je peux l'appliquer vos clients ils l'utilisent comment? Donc la mission globale d'Auto, c'est de décoder les conversations humaines, décoder vraiment le meaning, qui est le sens qui est caché dans les conversations humaines. Après, on a des applications bien sûr très pragmatiques. Et notre premier marché, c'est notamment les contact centers, les centres d'appel. Les centres d'appel. Voilà. Quand on y réfléchit, il y a tous les ans dans le monde à peu près 300 milliards de conversations entre des services ou des fournisseurs de services, comme des marques par exemple, et leurs utilisateurs, leurs clients. Et ces conversations sont la plupart du temps enregistrées. Vous savez, quand vous appelez un call center, vous avez cette conversation sera enregistrée. Ouais. Par contre, ça crée beaucoup de données, et beaucoup de données qui sont très difficilement exploitables. Et ces données contiennent pourtant en temps réel un petit peu le pouls de la population des utilisateurs. Donc on passe beaucoup de temps à analyser des messages sur Twitter pour savoir ce que quelqu'un va dire sur, je sais pas, Coca-Cola. Mais en fait, si Coca-Cola pouvait analyser en temps réel ce que disent les utilisateurs, les clients en ce moment-là qui appellent leur call center, il y aurait une valeur incroyable. Donc nous, ce qu'on s'attache à faire, c'est donner des outils qui marchent à grande échelle et à un coût bas à des fournisseurs de services, notamment des marques, qui ont des clients qu'on appelle à high lifetime value, qui ont une valeur, je sais pas comment on dit ça. Valeur sur la durée de vie. Valeur sur la durée de vie très longue, voilà, très très haute, et pour lesquels en fait une petite différence dans la satisfaction entraîne une différence dans la probabilité qu'un client reste avec une marque, avec un fournisseur de services, et donc ça a vraiment un impact important sur le business. Donc, et donc c'est l'analyse en temps réel de conversation. On ne parle Exactement. Pas de batch ici. Vous capturez vraiment un flux audio, et sur ce flux audio en temps réel, vous pouvez faire une analyse de sentiment. C'est ça. Donc nos engins d'IA sont capables de faire de l'extraction de motifs à partir des formes d'ondes, du flux audio brut, et en effet on fait ça soit en batch, soit en temps réel. Temps réel, c'est plus compliqué évidemment, et aussi ça a l'inconvénient qu'on peut pas regarder dans le futur, puisque en IA en général, quand on analyse des séquences, on regarde vers le passé et vers le futur, ce qu'on appelle les bi-LSTMs, par exemple des réseaux de neurones qui regardent dans les deux directions. Donc en temps réel on peut pas faire ça, mais par contre ça ouvre la porte à des applications qui sont incroyables. Par exemple, imaginez que vous appelez France Télécom, non, Orange, ça n'existe plus. Voilà. Orange, vous n'êtes pas content parce qu'il y a une facture qui est trop haute, et puis vous vous énervez un petit peu, ça nous est tous arrivé, vous vous énervez un petit peu au téléphone. Ça serait vraiment génial si, au moment où vous vous énervez, dans les 10 secondes, il peut y avoir un petit voyant qui s'allume quelque part sur le tableau de bord d'un superviseur et qui dit « Attention, Sébastien est en train de s'énerver et là, vous allez peut-être le perdre ». Actuellement, la seule façon de faire ça, c'est en invitant des managers, des superviseurs à écouter des appels. Ça coûte très cher évidemment, et on peut écouter maximum 5 à 10% des appels. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de faire ça, mais sur 100% des appels et avec un coût bien moindre. D'automatiser. Donc il y a énormément de machine learning, d'apprentissage machine dans votre solution évidemment. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, en apprentissage machine, il y a deux grandes étapes. Si j'essaye de vulgariser un peu, il y a une phase où on entraîne des algorithmes à reconnaître des sentiments par exemple dans votre cas. Et puis il y a ce qu'on appelle le moteur d'inférence, l'engin qui va être appelé en temps réel, sur lequel on va lui donner les données, on va lui dire qu'est-ce que tu penses de ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au niveau technique, comment marche l'entraînement? Vous faites ça dans le cloud AWS évidemment, mais quel type d'instance vous utilisez? C'est quoi un cluster? Combien de temps ça prend? Donc comment marche le training? Et puis après on ira sur comment marche l'inférence en temps réel. Ce que je peux faire aussi, c'est juste détailler d'une perspective un peu haute, ce qu'on fait exactement sur l'audio, puis ce qui rentre ensuite dans la procédure d'entraînement et ensuite d'inférence. Donc, assez simplement, un fichier audio ou de l'audio digital, c'est simplement une onde électromécanique qui est échantillonnée à une certaine fréquence, et on peut en extraire une représentation
une forme d'onde pure, une représentation fréquentielle, donc ce qu'on appelle le spectre en fait, d'un signal. Aussi une représentation, ce qu'on appelle le capstrom, donc c'est-à-dire le spectre qui est transformé de façon logarithmique pour mimiquer un petit peu la réponse de l'oreille humaine. Et à partir de plusieurs représentations différentes, nous on fait de l'analyse de motifs dans le signal, donc c'est ça qu'on peut faire en temps réel, avec des réseaux de neurones qui nous permettent en fait d'apprendre quels sont les patterns vraiment à bas niveau qui sur quelques millisecondes signalent par exemple l'arrivée d'une explosion de colère ou quelque chose qui est plus simple, simplement un petit sourire en coin, des choses comme ça. Et donc on analyse, on crée des émotions de base, on crée des représentations des émotions de base dans la voix et ensuite on agrège un petit peu des patterns de ces émotions de base, donc des séquences d'émotions qui viennent à décrire des comportements un peu plus abstraits comme par exemple l'engagement dans une conversation ou la satisfaction ou même l'intérêt d'un client pour faire un certain type d'achat ou la probabilité que ce client va quitter Orange ou va quitter un certain service dans les X jours ou X semaines. C'est de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire vous devez labelliser des heures et des heures de conversation. Alors, de base, oui, on fait l'apprentissage supervisé, notamment avec un jeu de données qui est assez unique au monde qu'on a comment on dit, licencié, pour lequel on a acheté une licence. Donc qu'on a récupéré de SRI International, qui contient 100 000 segments de voix qui sont prononcés par des acteurs aux États-Unis, avec plusieurs émotions de base, à peu près une dizaine d'émotions de base, comme neutre ou en colère ou joyeux ou vraiment très joyeux, fatigué, etc. Et donc c'est ça qui nous a permis c'est Sensei en gros, c'est ça qui nous a permis de déployer la première version de notre engin qui était uniquement basée sur Sensei et uniquement basée sur de l'apprentissage supervisé. Maintenant on va beaucoup plus loin, là on est en train de déployer un nouveau système en fait de machine learning qui s'appelle Deep Tone, qui est vraiment l'apprentissage des représentations dans la voix avec de l'apprentissage profond, du deep learning, et qui là utilise plusieurs techniques. Et c'est supervisé, mais on peut aussi utiliser du semi-supervisé. Donc un modèle apprend lui-même en fait des séries temporelles et on fait une partie de clustering, donc d'apprentissage en fait non supervisé, parce que c'est la seule façon pour nous d'analyser des volumes de données énormes qui n'ont pas forcément tous des labels. Et donc toutes ces données elles sont dans le cloud AWS, je suppose Amazon S3. EC2, des clusters de machines pour faire l'entraînement des modèles. Exactement. C'est quoi les services AWS que vous utilisez pour donc la S3, partie entraînement ? Évidemment, actuellement je pense qu'on héberge des dizaines, c'est pas énorme puisque c'est de la voix, pas de la vidéo, mais des dizaines de téraoctets, peut-être on arrive à des centaines de téraoctets, je suis pas sûr, de voix. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir les héberger facilement, c'est de pouvoir nous assurer que le stockage des données est redondant et sécurisé, et aussi de pouvoir accéder à ces fichiers de façon très rapide si on veut, et aussi de s'assurer que pour nos clients, il y a une isolation physique entre les données de plusieurs clients. Ça c'est très important pour eux, une partition pour des raisons de compliance, régulation, etc. Donc pour nous c'est très important, et S3 c'est vraiment un petit peu la base de notre stockage. Et ensuite évidemment pour tout ce qui est compute on utilise EC2 et plein de types de machines différentes, des instances M notamment pour tout ce qui est les pipelines en temps réel, etc. Mais aussi des instances P, donc des GPUs, pour faire de l'entraînement et de l'inférence en machine learning, parce que c'est ça qui nous amène actuellement la meilleure performance, le meilleur bang for the buck, quoi. Coût-performance. Le meilleur rapport coût-performance, merci, en machine learning. Et est-ce que vous faites de l'entraînement de modèles en continu ou est-ce que ce sont genre des batchs tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, je vais entraîner une nouvelle version de mon modèle? Ça se passe comment? Combien de temps ça dure l'entraînement d'un modèle? Ok. Alors l'entraînement continu, donc on appelle le live ou online training, c'est un concept qui est très beau, c'est un peu un mythe.
Et ce qu'on appelle vraiment continu, ça dépend, c'est assez académique comme problème. C'est super intéressant mais super compliqué. Ce qu'on appelle continu, souvent c'est du batch training ou retraining qui est fait de façon très régulière. Donc qui est fait à une fréquence qui est suffisante pour que le use case sur lequel on travaille ne soit pas en retard, que la dynamique de changement du use case soit pas beaucoup plus rapide que celle de la dynamique de changement des modèles, si c'est clair. Très clair. Donc nous, ce qu'on fait typiquement, on a de la personnalisation des modèles de reconnaissance d'émotion qui se fait tous les jours, je crois. Je crois que tous les jours, on essaie de voir si on a assez de données d'un certain agent, par exemple, pour adapter les baselines. Et dire bon, maintenant on va reconnaître les émotions de Sébastien un petit peu différemment des émotions de Nicolas, parce qu'évidemment la façon dont moi je m'exprime et la façon dont tu t'exprimes c'est différent. Pas nécessairement les mêmes. Ouais. C'est ça. Et si tu es malade par exemple, imagine que tu es malade pendant une semaine, tu vas avoir une voix qui change. En fonction de tout ce qui se passe, en fonction des saisons, en fonction du cycle menstruel pour les femmes, en fonction de plein de facteurs exogènes, nos voix changent et il faut que les modèles d'auto soient capables de s'adapter au changement des voix. Donc c'est pour ça qu'on fait en effet un entraînement en batch très régulier actuellement tous les jours. Et on fait ça, on utilise S3 pour le stockage des données et un peu des statistiques agrégées sur ces données, sur les enregistrements. Athena qui nous permet, en fait, c'est juste une couche un peu analytics qui nous permet d'extraire le plus important encore, qui nous permet d'analyser très rapidement les données qui sont sur S3. C'est juste un petit peu une couche sur le data lake, les bassines S3, le compartiment S3, le bucket S3. Les buckets, voilà. Pardon, bucket, ça sera plus facile. Et bien sûr, et tout ça est containerisé et déployé avec EKS, donc Elastic Kubernetes Service, qui nous permet de faire du déploiement élastique, donc quelle que soit la taille des données qu'on utilise, quel que soit le nombre de flux qu'on va traiter, on peut allouer une certaine charge de compute, une certaine capacité de compute qui va nous permettre de gérer ça soit en temps réel, soit en un temps donné, par exemple. Quand tu parles de containers et de KS, c'est l'orchestration du flux qui est gérée dans Kubernetes et l'entraînement est fait sur des instances EC2 traditionnelles, ou vous faites l'entraînement aussi dans les containers? C'est les deux en fait. Les deux. Okay. C'est les deux. Donc actuellement, donc ça fait plus d'un an maintenant que tout le pipeline temps réel, donc de coaching des agents sur l'intonation notamment, est géré par EKS. La raison pour ça, c'est que un de nos premiers clients aux États-Unis, un call center qui a à peu près 1000 agents, donc c'est pas énorme, est un call center distribué. C'est un call center qui s'appelle donc ACD Direct, qui prend des dons pour des organisations caritatives aux États-Unis, mais la charge d'appel en fait est assez imprévisible, puisqu'il peut arriver qu'il y ait un spot radio ou télé qui dit par exemple donner à Médecins sans frontières ou l'équivalent, et ensuite ils reçoivent d'un coup 1000 ou 3000 appels. Et donc pour nous, comme évidemment le traitement acoustique est coûteux à faire, on ne veut pas avoir des milliers de machines qui tournent sans rien tout le temps, pour nous il est très important de pouvoir répondre en quelques secondes. Ça nous prend quelques minutes. En quelques minutes max, on doit répondre à un pic de charge sur les centres d'appel, et on doit pouvoir scaler de façon très élastique la capacité qu'on offre, la capacité de traitement. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait pour le traitement des pipelines, les pipelines de traitement en temps réel. Et après, pour ce qui est d'entraînement, jusqu'à maintenant c'était assez pratique, puisqu'on avait quelques milliers d'appels à traiter, on faisait des modèles sur quelques dizaines de milliers d'appels, puis on avait un petit peu de temps, et puis si ça prenait 12 heures, c'était pas si grave sur quelques instances. Puis on se rend compte qu'en fait, là on a dépassé un peu le use case, on est en train d'apporter donc Deeptone en production, et il peut nous arriver de faire de l'entraînement sur 1 million, 10 millions d'appels, et on a besoin de faire ça en quelques heures. Et pour ça, en effet, on est en train d'utiliser Kubeflow, donc qui nous permet de faire de l'entraînement de modèles machine learning sur Kubernetes associé à EKS. Associé à EKS et utiliser autoscaling alors pour scaler votre capacité EC2 en fonction de la demande. On a parlé de l'entraînement, je voudrais encore parler de l'inférence. Oui. Donc l'inférence, pour ceux qui nous écoutent, c'est le moment en temps réel finalement. Vous recevez un MP3 qui vient d'un call center, un flux, c'est même pas un MP3, c'est un flux audio, et vous devez appliquer les modèles sur cet audio et dire voilà quel est le sentiment de la conversation pour le moment. Comment marche le moteur d'inférence, comment vous le scalez, comment vous gérez cet aspect temps réel?
Alors, c'est un peu pareil que ce que je disais pour l'entraînement en ligne. L'inférence en temps réel, c'est pas non plus continu. Si on a un signal audio qui est échantillonné à 16 kHz, donc 16 000 fois par seconde, on va au maximum, en théorie, faire une inférence 16 000 fois par seconde. Et ce sera du temps réel, mais ce sera pas continu. Donc le plus important, c'est de pouvoir créer un buffer d'audio qui contient le contexte en fait d'une conversation. Est-ce que c'est 1 seconde pour des émotions? Est-ce que c'est 10 secondes pour une conversation de business? Est-ce que c'est 5 minutes pour une conversation, je sais pas, romantique par exemple? Donc ça, on décide un petit peu. Et ensuite, on fait tourner donc nos réseaux de neurones sur ce buffer. Donc c'est juste une séquence en fait, une série temporelle. On crée des représentations spectrales, castrales si nécessaire, et ensuite on obtient le résultat du réseau de neurones, donc deep tone, qui va nous donner une certaine représentation. On appelle ça un embedding du signal, et dire par exemple la dimension de l'émotion en colère est 0,2, la force de l'émotion neutre est 0,8, et puis je pense que actuellement il y a 0,02 d'activation sur l'intérêt d'achat du client. Quelque chose comme ça. Donc ce sont des statistiques, enfin des probabilités d'avoir reconnu certains patterns d'émotions dans la voix. Et donc pour ce faire, vous avez une flotte de machines qui reste, ou de containers qui reste up and running tout le temps, en attente des flux qui vont arriver. C'est ça, c'est pareil, on fait ça avec EKS et on peut autoscaler à la demande. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec des frameworks de machine learning modernes comme TensorFlow par exemple, qui marche très bien d'ailleurs sur Amazon. On a des modèles, des binaires de modèles optimisés qui nous permettent de faire du traitement de signal, puisqu'au final c'est du traitement de signal, puisqu'on fait rentrer une forme d'onde et on reçoit une caractéristique qui est très très optimisée par rapport à tout ça s'appelle end-to-end, et en fait on se rend compte que c'est beaucoup moins cher que d'utiliser des modèles cascadés traditionnels qui ont une enveloppe computationnelle, est-ce qu'on dit ça? Ouais, de calcul. Ouais. Une enveloppe de calcul qui est bien plus importante. Donc là, actuellement, c'est quelque chose qu'on est en train de porter en production. Donc, je ne peux pas vous donner des chiffres définitifs, mais on s'est rendu compte que sur un thread d'un vCPU sur Amazon, on peut faire de l'inférence à 50 à 100 fois temps réel. Donc un facteur temps réel qui est 50 à 100x en fait. Plus rapide que le temps réel, c'est ça? Plus donc rapide sur que le flux de données que vous recevez. Un seul vCPU, on peut en théorie avoir plein de flux qu'on traite en même temps. Et ça, c'est pour faire une inférence, je crois, toutes les 60 millisecondes. Donc c'est vraiment du temps réel en gros. Vous arrivez à capturer un sentiment sur 60 millisecondes de conversation? Parce que parfois il faut un peu plus de contexte pour voir si je suis fâché, content. Là je parlais de la fréquence de prédiction, mais il y a aussi la fenêtre temporelle sur laquelle on fait la prédiction. Et ça, pour de l'émotion, c'est quelques secondes typiquement. Voilà, on a eu des modèles qui regardent jusqu'à 16 secondes dans le passé pour certaines features, mais en gros on se rend compte que quelques secondes c'est suffisant. Suffit pour comprendre. Voilà. Quel est le challenge sur lequel vous travaillez pour le moment, ou quel est le futur que tu vois de votre business lié à AWS? Qu'est-ce que AWS vous permettra de faire dans un futur proche? Alors, en termes techniques, je pense que le challenge principal, au-delà donc de reconnaître des comportements vraiment subtils comme la satisfaction d'un client dans sa voix, c'est vraiment de créer des modèles qui sont suffisamment denses, suffisamment légers pour être déployés un peu partout. On parle de edge computing. Actuellement, on est en train de bouger du cloud vers le edge. Donc ça arrive, par exemple, dans les téléphones Google, il y a maintenant des engins de speech to text qui marchent en local parce que c'est beaucoup plus rapide. La latence est moins importante. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de déployer nos modèles dans le edge, donc vraiment sur les machines des utilisateurs pour faire de l'inférence plus rapidement, et aussi pour satisfaire aux contraintes de protection des données, parce qu'à ce moment-là, les données utilisateurs ne sortent jamais de la machine utilisateur. On utilise quand même pas mal le cloud donc pour fédérer toutes les données, pour faire l'entraînement des modèles, etc. Mais en fait, ce que je vois vraiment, c'est que dans le futur,
Actuellement, on fait tourner ça sur des architectures standards, x64, sur des machines de bureau, disons. Mais dans le futur, on peut faire tourner ça sur des téléphones, c'est déjà possible, même sur une montre ou sur un petit chip embarqué qui va écouter l'émotion de ma voix et dire en temps réel, mais attention, là, t'es un petit peu fatigué. Quand je donne un talk, par exemple, au Summit AWS, qui me dit, attention Nicolas, peut-être que tu devrais prendre un 5e café aujourd'hui. Donc il y a suffisamment de puissance sur un téléphone ou une montre aujourd'hui pour faire, en tout cas, la partie inférence. Ouais. On a des choses qui arrivent qui sont incroyables. Je crois qu'Alexa a annoncé un partenariat la semaine dernière avec une boîte dont j'oublie le nom aux US, qui sait faire de la reconnaissance vocale de jusqu'à 64 wake words, donc ce qui permet en fait de dire Alexa ou Hey Google sur un budget de moins de 200 microwatts. Wow. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en embedded partout, quoi. Alors le nom m'échappe aussi, mais je mettrai le lien en commentaire dans Absolument. Les notes de cet épisode. Merci pour cette conversation et cette vision du futur, de l'avoir partagé avec nos auditeurs. C'est assez passionnant de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui sur l'analyse vocale. Curieux de voir ce que donneraient vos outils sur ce podcast. Merci à toi Sébastien, merci à tous. Merci Nicolas, merci à tous. C'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français. Vous nous retrouverez dans un mois environ pour le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de laisser vos commentaires sur vos plateformes de podcast avec le petit pouce vers le haut, la petite étoile, et puis d'en parler autour de vous. À bientôt.